Nous, on travaille sur une chaise à 4 pieds, on va dire. Le B2C, le B2B, l'export et la sous-traitance. 4 PNL différents qui sont agglomérés pour faire un PNL global. En 2024, on a fait 15 millions de chiffre d'affaires là pour notre 4e année. La difficulté d'une boîte qui grandit, c'est gérer clairement les humains. Tout l'enjeu, c'est de devenir d'une marque bretonne qui a commencé un peu de manière artisanale à une marque enviable, désirable, qui devient un peu une référence sur la naturalité des produits. C'est comment en gros on va chercher 50, 60, 100 millions de chiffre d'affaires sur la marque en France. Quelques chiffres sur la cosmétique, il y a 500 marques qui se lancent par an. Il en reste à peu près 10 au bout de 5 ans. Aujourd'hui, quand on voit en tout cas les marques qui performent en B2B, elles sont souvent très fortes en B2C. On peut avoir une offre assez agressive sur le e-commerce, sur des packs découvertes, sur des promos, des choses comme ça. Mais la problématique derrière, c'est que si tu n'alignes pas en B2B, c'est mort au niveau de tes points de vente derrière. Il y a une perte de confiance un peu globale. Je pense qu'après, pour passer des caps, il faut un branding fort. C'est peut-être ce qu'on a négligé nous depuis le départ. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Alors pour ceux qui nous découvrent, pour rappel, le concept c'est que je vais à la rencontre des meilleurs experts du e-commerce français. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Boris. Boris, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi, Étienne, en forme ? Très très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et ben moi aussi. Boris, tu es le cofondateur et le CEO d'Andro Cosmétiques et de Laboratoire Calon. Tu es diplômé d'école de commerce en 2018, suite à quoi tu as commencé ta carrière notamment chez Price Minister et chez Coca, où tu as fait quelques temps en vente. Et en 2019, tu t'es lancé sur les marchés bretons avec Marion, ta compagne. Et 6 ans plus tard, 6 ans, 5 ans 5 ans et demi là. 5 ans et demi plus tard, vous êtes à la tête de 2 entreprises, 80 salariés, 15 millions de chiffre d'affaires. Donc déjà bravo, c'est magnifique, merci, magnifique parcours. Merci beaucoup. Boris, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, enchanté. Du coup, moi c'est Boris Le Goffic, je suis breton, je le revendique. Je viens d'un petit village en Bretagne qui s'appelle Ploumillot. J'ai plutôt eu un parcours scolaire assez classique, lycée, prépa, école de commerce du coup à Kedge Bordeaux. Et pendant ces études, j'ai fait 2 stages et une alternance du coup chez Coca et chez Price Minister. Mais je n'ai jamais été salarié en réalité chez eux. J'ai jamais été salarié nulle part d'ailleurs que chez moi. Donc voilà. Et puis avec Marion du coup qui est à la fois ma compagne et mon associé, on a créé Andro maintenant en 2019. Avec cette idée assez claire de Marion qui cherchait un produit cosmétique pour elle, qui était un déodorant, commencer à le faire à la maison. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Trop bien. Tu peux nous présenter en quelques mots Andro Cosmétiques ? On dit Andro ou Andro ? On dit Andro Cosmétiques. Comme ça, je fais plus la faute. Et Calonne. Ok, on va très bien. Andro Cosmétiques, alors aujourd'hui, c'est une marque de cosmétiques avec environ une 30aine de références qui va aborder à la fois l'hygiène et le skincare. Et la particularité qu'on va avoir par rapport à d'autres marques ou notre élément de différenciation, c'est qu'on va être systématiquement 100% d'origine naturelle sur tous les produits, efficace, à un prix abordable. Voilà, okay. C'est les 3 grandes valeurs que nous, on met en place. Donc, abordable dans le sens où on essaie de proposer des prix qui soient pas très chers, mais qui ne sont pas non plus cheap, on va dire. Le prix d'entrée, par exemple aujourd'hui, nous, un produit moyen, c'est à peu près 10 à 15 euros. Ok. Voilà. Et on va aussi avoir des produits à plus forte valeur ajoutée, mais qui vont avoir une valeur perçue moins chère. C'est-à-dire qu'on va vendre un sérum anti-âge à 25 euros, mais que sur le marché, on va plutôt le retrouver à 50. D'accord. Voilà. Donc cette partie abordable, cette partie efficacité aussi, on a tout internalisé, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais donc ça nous permet d'avoir à la fois notre R&D en interne, mais aussi notre fabrication, ce qui nous permet, nous aujourd'hui, d'innover à la fois sur le packaging, les textures, les galéniques et les compositions. Et ce côté aussi efficace, où là on va aller chercher des tests à la fois d'usage, des tests d'usage et des tests cliniques. Ok. Et donc ça c'est Andro et Laboratoire Calon du coup ? Alors pour remonter un peu l'histoire, il y a 3 ans, on a développé notre usine. On a rajouté à peu près 2000 m². Il s'est avéré qu'on avait des lignes de production qui étaient efficaces, efficientes, mais qu'on n'avait pas assez de volume sur la marque. Donc on s'est dit que c'était pas idiot de pas tout mettre dans le même panier. C'est comme ça qu'on a commencé à développer la sous-traitance. Donc la sous-traitance en cosmétique, c'est quoi ? C'est tout simplement des marques de cosmétiques qui ne fabriquent pas. En moyenne, aujourd'hui, il y a à peu près 5% des marques qui fabriquent en France, contre 95% qui sous-traitent à des laboratoires. Voilà. Donc nous, on s'est dit, on a une expertise sur le naturel,
autant la partager, avec cette volonté toujours de développer le 100% d'origine naturelle, que ce soit chez nous, mais aussi chez les autres, parce qu'on y croit vraiment. Et c'est comme ça qu'on a développé la partie sous-traitance en proposant en fait à la fois de la formulation et de la production à d'autres marques. 95%, c'est énorme. Tu vois, je pensais pas que c'était. Ouais, il y a quelques chiffres sur la cosmétique, il y a 500 marques qui se lancent par an. Ok. C'est énorme. Il en reste à peu près 10 au bout de 5 ans. Ok. Ça m'étonne moins, mais c'est quand même impressionnant comme stat. Aujourd'hui, l'accès à la cosmétique, ce qui n'était pas le cas avant, est beaucoup plus facile. Et puis, oui, il y a très très peu de marques qui fabriquent. En fait, c'est surtout les gros qui fabriquent. Ok. Tu communiques sur les marques pour lesquelles vous fabriquez ou on peut en citer quelques-unes. On travaille pas mal pour Sissi La Paillette, qui est une belle marque aujourd'hui. On travaille pour My Variation aussi, qui est une jolie marque. On a une quarantaine de marques à peu près avec lesquelles on travaille, qui sont à la fois des DNVB, mais aussi des plus gros groupes sur lesquels là, je peux moins communiquer. D'accord. Très clair. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on situe chiffre d'affaires, équipe, répartition peut-être entre justement tes deux activités dans les grandes lignes? Alors en 2024, nous on a fait 15 millions de chiffre d'affaires là pour du coup c'était notre 4e année d'exercice. 5e année d'exercice, là on est dans la 6e. 15 millions et on fait à peu près 75% de notre chiffre sur la marque, donc sur Endro. Okay. Et à peu près entre 20 et 25% aujourd'hui sur la sous-traitance. C'est une activité, la sous-traitance, qui est plus longue à créer parce que le cycle de vente est plus long, parce qu'il faut créer la confiance aussi avec les clients. Soit ils ont déjà des laboratoires, soit c'est des marques qui se créent, donc il y a peu de volume, donc il va falloir du temps aussi pour encaisser tout ça. Et après sur la marque, donc à peu près 75% du chiffre d'affaires. On est aujourd'hui à 80 salariés. 85 même presque là. Même répartition 75-25. Alors tout le monde est salarié sur Endro. En réalité, le laboratoire de sous-traitance, c'est juste une entité commerciale, mais tout était fait dans la même usine chez nous en Bretagne, qui est à Lannion. Donc on a une usine de 4500 m² maintenant, qui travaille de 6h à 22h, avec une partie production, une partie logistique, une partie R&D et toute la partie support derrière. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos débuts? C'est rare que je demande vraiment toute la genèse, mais ça m'intéresse notamment ce que tu disais que vous avez commencé sur les marchés. Comment tu passes de démarrer sur les marchés à une marque nationale? Clairement, déjà, moi, je pensais pas du tout travailler dans la cosmétique. Ça, c'est un vrai sujet. C'est arrivé un petit peu par hasard, mais comme beaucoup d'entreprises, on commence un petit peu par hasard. Tout vient en fait de Marion, qui, elle, était architecte, donc rien à voir avec la cosmétique non plus. Elle cherchait un déodorant pour elle qui soit efficace et qui soit zéro déchet, donc sans plastique. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à faire une recette do it yourself sur YouTube. Sauf que tous les soirs, elle en refaisait à la maison. Donc on était à Bordeaux à ce moment-là parce que moi je finissais mon école de commerce. Elle m'a rejoint, elle était en CDI architecte à Bordeaux. Et tous les soirs, je la voyais faire des déodorants pour offrir à ses copines, pour offrir à ses collègues de travail, etc. Et je lui dis, pourquoi tu leur donnes pas la recette, tout simplement? Et en fait, elle leur donnait la recette, mais ils ne le refaisaient pas. Parce que du do-it-yourself, on a un peu peur de mal faire, on a un peu peur de pas savoir comment faire, surtout, et puis surtout de faire n'importe quoi, parce que c'est quand même un produit qu'on met sur la peau. Et donc à un moment, je lui ai dit, moi je finissais l'école de commerce, et je lui ai dit, si ça plaît tant que ça, pourquoi pas le vendre, ton produit? Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc à cette époque-là, j'avais aucune idée de ce qu'était un produit cosmétique et du temps qu'il fallait pour lancer un produit cosmétique et ce que ça engendrait en termes de coûts réglementaires, etc. Donc je commençais à contacter quelques laboratoires de sous-traitance justement pour fabriquer, et personne ne voulait faire nos déos. Parce qu'ils étaient dans un packaging un peu différent, parce qu'on était sur des petites quantités, on voulait faire juste 500 unités pour démarrer. En soi, on avait déjà la recette, mais ils considéraient que c'était des recettes un peu do-it-yourself, justement, et le laboratoire n'y croyait pas à cette recette-là. Donc on s'est dit, ça va être compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que donc là, on a l'idée en février. Et moi, je dis, par contre, je passe pas 2 ans sur le projet à tester. On teste tout de suite. Donc, en réalité, les premières productions, on rentre en Bretagne, on les fait dans la cuisine de chez mes parents et on va sur les marchés avec les déos. Génial. Ça s'appelait déjà Endro Ça s'appelait déjà Endro à l'époque. On n'a pas bougé le nom. Endro qui veut dire nature en breton.
D'accord. Voilà, c'était un peu le clin d'œil. Nous, on est tous les deux bretons. Et Calonne, ça veut dire quoi? Et Calonne, ça veut dire avec cœur en breton. Avec cœur, ok. Voilà, pour avoir un suivi. On fait une première production, voilà, ça se passe bien. On commence à faire les marchés. Donc moi, je faisais les marchés plutôt le matin et Marion plutôt le soir. Donc, les premiers, on les a fait ensemble, mais on vendait entre 3 et 20 déodorants, quoi, sur chaque marché. Okay. Ce qui était pas mal, mais ce qui était super intéressant, c'était déjà sur les marchés, je pense que c'est une école de la vente qui est incroyable, dans le sens où tu es face au client et tu dois lui vendre ton produit et tu es en direct devant lui. Que des inconnus en plus. Que des inconnus qui arrivent et qui connaissent pas ton produit. Déjà, ils pensaient tous que c'était des confitures parce que c'était dans des petits bocaux qui a absolument rien à voir avec la cosmétique. Donc, on se retrouve à vendre des produits inconnus pour les gens, des déos sur un marché, bon, c'est assez étonnant. Et puis, en plus, à des inconnus, voilà, donc c'était vraiment quelque chose de... Tu peux pas tricher, quoi. Tu peux pas tricher, clairement, tu peux pas tricher. Donc là, on a travaillé notre pitch au fur et à mesure. Les déos, ils fondaient l'été, donc en plus, on avait une glacière derrière pour les changer au fur et à mesure, pour avoir des textures qui tiennent la route. C'était un vrai merdier. Entre-temps, on a fait Ulule aussi, pour lancer la marque. Et sur Ulule, par contre, ça a bien pris tout de suite. Donc là, on est début juillet 2019 et on a fait 1200 ventes à peu près. Donc 1200 déodorants. On est tombé 6 mois après Respire aussi, qui avait lancé son déo. Elle, Justine, avait cartonné avec son déo. Donc c'était un peu compliqué d'arriver un peu avec la même histoire. C'était pas le même déo évidemment, mais c'était et beaucoup moins bien brandé, on va dire, que ce qu'avait fait Respire. Donc nous, on n'avait pas forcément l'envie d'arriver sur le même créneau, mais en tout cas, comme le produit était bon et que les gens revenaient, parce que les gens achetaient le jeudi au marché et revenaient le jeudi d'après au même marché, nous rachetaient 2 ou 3 déodorants. Et à quoi tu l'attribues, ça? C'est le produit. C'est le produit. Le produit était extraordinaire. En fait, sur un déodorant, ce que recherchent les gens, c'est l'efficacité. Et ça, si tu l'as, les gens, il y a tellement de gens aujourd'hui qui souffrent de sentir mauvais à cause des déodorants parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose. Soit ça leur brûle les aisselles, soit c'est pas efficace. Et en fait, on est arrivé un peu, malgré nous, sur une niche de personnes qui en fait étaient nombreuses et qui avaient une vraie problématique. Donc on répondait à une vraie problématique et les gens venaient en acheter pour eux, mais après ils venaient en acheter pour leur famille, en fait la même histoire que Marion. Et ça se répétait. Et ça se répétait pendant 2 mois quasiment. On faisait marché le matin, marché le soir, on faisait quasiment 15 marchés par semaine. Et donc à ce moment-là, vous sentez qu'il y a de l'attraction, campagne Ulule, vous mettez full time sur le projet? Ouais, alors Marion encore elle revient l'été, elle prend des vacances 1 mois pour faire les marchés. Moi, à ce moment-là, j'avais fini l'école, donc j'avais que ça à faire, entre guillemets. Donc je me mets à fond sur le projet. Donc en gros, on commence à faire un peu de commercial, mais très limité le premier été. Et on commence à faire marketing et production en même temps. Donc là, par contre, on essaie de structurer un petit peu déjà. On prend un local via la communauté de communes chez nous. On l'aménage pour faire un bel atelier de fabrication qui ressemble un peu à une petite savonnerie, en fait. Et donc, on fait marché le matin, production l'après-midi et marché le soir. Et on fait 2 mois comme ça. Ok. Et à quel moment tu te dis... Ok, là, il y a vraiment un truc, il faut structurer, il faut qu'on concentre toute notre énergie dessus, qu'on recrute. Comment ça évolue C'est assez dur à dire. Le moment vraiment où je me suis dit, il y a un truc, en fait, dès le premier marché, on en a vendu 7 ou 8. Ça peut paraître idiot comme ça, mais 7 ou 8, pour nous, c'était extraordinaire. Le soir, tu reçois le premier euro que tu reçois des gens. En vrai, c'est quelque chose qui dit, mais parce que tu arrives avec un projet, ils y connaissent rien. Nous, on n'y connaissait rien, la cosmétique. On n'avait jamais entrepris avant, ni moi, ni Marion. Donc ça fait quelque chose. Et du coup, là, déjà, on a senti tous les deux une petite traction de se dire, tiens, déjà, ça, on apprécie fournir un service contre rémunération et en plus, un service qui plaît. Un produit qui plaît. Et donc en septembre, on se dit, bon, ça y est, on a passé l'été, les marchés estivaux étaient finis, on commence à structurer la boîte. Donc, on lance le e-commerce, moi, je lance la prospection B2B, et c'était parti. Ok. Trop bien. Cool cette histoire, j'aime beaucoup revenir sur les débuts, et je te rejoins. Moi, j'ai eu quelques petits projets avant de lancer Rhodes. Et il y en a plein qui n'ont pas abouti, mais c'était des expériences qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier, qui m'ont donné encore plus envie d'entreprendre.
Et ce sentiment de ta première vente, même si c'est pas énorme, tu vois, te dire ah, putain, j'ai créé entre guillemets de la valeur, Ah, c'est ça. j'ai été payé pour un truc qui à la base n'existait pas, même si c'est des petites sommes, tu vois, genre c'est assez gratifiant quand même. Tu te dis ah putain, c'est cool. Tu vois. Ah bah clairement, quand moi je rentre l'été, je dis à mes parents, après avoir payé 3 ans d'école de commerce, je vais vendre des bocaux sur les marchés. Tu te dis, t'as intérêt à en vendre quelques-uns quand même, sinon ça va être chaud. Marion, elle avait fait 5 ans d'études en tant qu'architecte. Elle a dit à ses parents pareil, bah moi, je vais vendre des bocaux sur les marchés au lieu d'être architecte. C'était un sacré pari à l'époque. Après, on prenait pas tant que ça de risque. On a investi 3 000 € au départ. Voilà, c'est 3 000 €. C'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Mais en tout cas, ce qui était intéressant ou ce qui était impactant, c'était de se dire bah, on quitte tout pour faire ça. Quoi. Ouais. Donc la boîte se développe très vite. On arrive donc 5 ans plus tard, fast forward 80 personnes aujourd'hui. Comment vous faites pour garder le cap tout au long de cette croissance? C'est quoi la ligne directrice? Qu'est-ce qui vous drive? Bah, y a eu une première étape où pendant 6 mois, on est restés tous les deux avec Marion jusqu'à Noël. Et là c'était plus tenable. Quoi. En fait, on avait lancé le e-commerce. Moi, j'avais prospecté, j'avais rentré 300 magasins en 4 mois. Donc dès le début, e-com et retail en parallèle. Alors j'avais dit école de commerce, je recontacte un pote qui avait fait du e-com et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit si tu veux moi je te lance ton Shopify, et on voit ce que ça donne. Tu maîtrises un peu le e-com toi à la base? Pas du tout. Tout ça je n'y connaissais absolument rien. Du coup on avait eu quelques articles de journaux, il y avait quelques magasins qui m'avaient déjà appelé. Donc je suis allé les voir, on a rentré les produits. C'était pas très dur à vendre, on avait 4 déodorants, c'était 100 € l'implantation, ça allait. Donc moi je fais ça pendant 4 mois vraiment à bourriner sur la partie prospection, je prends la voiture et j'y vais. En même temps je gère le e-com et on avait la production le matin aussi. Donc on gérait toute cette partie. Marion s'est plus mis sur la partie communication marketing parce qu'elle avait tout cet aspect aussi DA, parce que en tant qu'architecte, elle avait quand même cette notion de logiciel, etc., qui était assez sympa, qui a permis d'aller plus vite. Et on reste à deux pendant 8 mois jusqu'au Covid, en fait. Jusqu'au Covid, où là, on recrute 3 personnes, une commerciale, une personne en marketing et une personne en production. Et les 3 personnes, elles arrivent 2 jours avant le Covid, avant le confinement complet. Okay. Donc, un peu compliqué. Ouais. Là, on se dit, bon... Ça vous a mis un coup au niveau du business, le Covid? Pas du tout, parce que du coup, on est resté à 2, mais notre e-commerce, il tournait. Nous, on pouvait fabriquer à 2, on envoyait toujours nos colis. Le e-commerce a explosé à ce moment-là. On s'est fait référencer chez Biocop à ce moment-là parce que personne ne pouvait livrer, parce que les usines étaient fermées. Mais nous, on a fait venir toute notre famille pendant le Covid à l'usine. Ils avaient que ça à faire de toute façon. Et on a fabriqué pendant 2 mois... au maximum de déodorants. Donc on avait des déos à vendre à foison. Et on avait juste du mal à se faire livrer, mais on avait un peu de stock d'avance. Et du coup, au bout d'1 an, la première année, on fait 1 million de chiffre d'affaires à quasiment à 2, quoi. Okay. Donc avec une grosse partie B2B. 70% du B2B, c'était B2B. Ok. Voilà. Aujourd'hui, comment tu structures ton activité, surtout le management? Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu... Ton temps, tu vois, comment tu répartis entre les 2 activités? C'est quoi un peu la structure de la boîte dans les grandes lignes? Ça a été assez difficile de monter rapidement Excuse-moi. Ça a été difficile de monter en nombre de personnes rapidement. Bon, déjà, 0 expérience de management. On est passé, en gros, on fait à peu près plus 20 tous les ans. Ok. Voilà. On est passé la deuxième année, on était 20, après on était 40, 60, 80 là à peu près. Ce qui est quand même soutenu, ça te fait plus d'1 personne par mois. Ouais, ça fait quasiment 2 personnes par mois. Donc tu dois te restructurer systématiquement constamment, tout le temps. Ouais. Mais c'est un peu l'histoire de notre boîte aussi, c'est qu'on a voulu tout internaliser. La production, la R&D, la qualité, le marketing, la production. Donc ça veut dire que systématiquement, on restructure tout quand on voit qu'il faut créer des nouveaux pôles, etc. Donc aujourd'hui, on est structuré en 9 pôles différents. On va dire qu'il y a 3 pôles, on va dire, commerciaux. Okay. Un pôle sous-traitance, un pôle commercial, plutôt B2B, et un pôle export. Pardon. Okay. Voilà. Après, on va avoir une grosse partie marketing, communication marketing, où le e-commerce y est inclus. Je vais avoir 6 personnes en qualité, j'ai 6 personnes en R&D, il y a 18 personnes en production, et il y a 14 personnes en logistique. Okay. Voilà.
Et je crois qu'on est à peu près sur 9 pôles. Il en manque peut-être un, supply chain, pardon. C'est toi qui chapeautes encore tous ces pôles ou tu as des personnes J'ai 9 responsables? managers. D'accord. Voilà. Et toi, tu traites avec les managers en Moi, je direct? traite avec les managers aujourd'hui en direct. Ok. Voilà. Et entre les deux activités, donc tu disais tout le monde est sous Endro, mais j'imagine que du coup, c'est quand même des sujets différents. Est-ce que tu mutualises les sujets? Comment tu fais pour... On mutualise au maximum les sujets. Donc déjà, c'est le même outil de production, Ouais. c'est le même outil de logistique. C'est juste pas les mêmes envois. Un envoi B2C, c'est pas pareil qu'envoi d'une palette, mais c'est au même endroit en tout cas. Ok. La partie qualité, qu'on sorte un produit Endro ou qu'on sorte un produit Calonne, ça change rien. C'est le même niveau de qualité attendu. Après, c'est peut-être pas au niveau les mêmes exigences de certains clients, etc. R&D, en fait, c'est intéressant parce que ce qu'on développe pour Endro, on peut le proposer pour les marques à côté, mais ce que développent les marques aussi, ça peut Et réciproquement, du coup. voilà, tout est lié en fait. L'idée, c'est de développer le 100% d'origine naturelle et d'avoir une vision sur les conservateurs, les parfums, les actifs qui peuvent être intéressants. Il y a juste peut-être la partie marketing communication qui est très propre en fait à la marque, et les parties commerciales aussi qui sont très propres à la marque. Ok, donc moins de synergie entre les Moins de deux. synergie entre les deux. Tu m'as dit, quand on a préparé un peu cet échange, que tu avais recruté une RH il y a 1 an et que ça avait, alors je sais plus si c'était les termes, mais que ça avait changé ta boîte, ou en tout cas ça t'avait fait beaucoup de bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur... La difficulté d'une boîte qui grandit, c'est gérer clairement les humains. Ouais. Moi, on m'a toujours dit ça avant, tu vas voir, le plus dur à gérer, c'est l'humain. Je dis, ouais, c'est ça. Je sais gérer, on va voir, Je machin, confirme. etc. Tu parles, rien du tout. C'est hyper difficile à gérer parce que chacun a des envies à l'instant T qui peuvent être différentes. Le moindre petit sujet qui, toi, te paraît un petit sujet, pour la personne, c'est un sujet important. Donc, jusqu'à 40 personnes, on n'avait pas de RH. Et du coup, on prenait tout en direct avec Marion. Et ça a été très compliqué, notamment quand tu es 20-30. Là, c'est vraiment dur parce que tous les jours, en fait, tu as un sujet. Ouais. En plus, c'est des sujets que tu maîtrises pas du tout. Faire des payes, gérer des arrêts, simplement. Mais la personne a dit, est-ce que j'ai le droit des jours en plus quand je pars en congé maternité, mais si j'ai pas pris ça avant. Enfin, il y a tellement de règles et de lois au niveau réglementaire, au niveau droit du travail, que c'est très difficile en fait d'être à jour et d'apporter une certaine fiabilité aussi à tes salariés, parce que moi je comprends, de l'autre côté tu demandes parce que c'est normal, et aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire en structurant ce pôle RH, c'est d'apporter une fiabilité aux personnes qui sont dans l'entreprise, mais aussi aux personnes qui arrivent. Avec aujourd'hui, on va dire que Christelle qui est arrivée sur la partie RH, elle est à la fois performante, très humaine, mais aussi très droite et très juste, et ça c'est assez important. Donc quand tu arrives chez nous, chez Endro aujourd'hui, quasiment tu as 6 ou 7 mails avant d'arriver pour te préparer, comment ça va se passer, le planning, etc. 3-4 coups de fil de Christelle, est-ce que tu es prête à démarrer, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que je peux t'aider le jour de temps d'intégration, enfin plein de choses comme ça. Mais ça va aussi des fois donner un coup de main pour trouver un logement, parce que quand tu arrives à Lannion, il n'y a pas forcément énormément beaucoup de logements. Donc c'est un travail 360 qui est super intéressant et super structurant pour une équipe qui grandit. Ouais. Vous êtes tous en présentiel dans les bureaux à Lannion? Oui. Okay. Enfin, alors j'ai une équipe commerciale terrain maintenant. D'accord. Qui est un autre sujet à gérer encore. Mais que tu vois régulièrement ouais, alors ils viennent en séminaire chez nous maintenant. Alors c'est des salariés en interne, donc c'est pas des agents co. Ils viennent, on a des séminaires nous tous les cycles, donc tous les 4 mois. Okay. Donc ils viennent à l'usine et on travaille avec le marketing, le commercial pour présenter les nouveaux produits, les cycles, etc. Intéressant, tu as aussi du coup internalisé la partie sales, enfin commercial du coup. Ouais. Ok. Si on regarde un peu ces 2-3 dernières années où du coup vous êtes beaucoup structuré, vous avez beaucoup grandi, c'est quoi un peu les leviers principaux que tu dirais que tu as activés et qui vous a permis de continuer ce développement? Tu parlais notamment de la structuration RH. Moi, je sais à quel point c'est important. On est moins que vous, mais on est une petite trentaine et on a une RH et je vois à quel point c'est structurant. Est-ce qu'il y en a d'autres au niveau des outils, au niveau des fonctions que tu recrutes? C'est quoi un peu les... Disons que déjà, les lieux, ouais. Pour nous, c'est un point important. Là, on a encore agrandi de 1000 m² l'usine il y a 3 mois. Vous avez combien au total de Là, on est à 4500 okay. m². Ce qui est hyper important en fait, c'est d'avoir de la place pour tes palettes, c'est con à dire, mais il y a 6 mois, on était dans le jus complet à Noël, il y avait des palettes partout, et les personnes ne peuvent pas être autant efficaces parce qu'elles voient pas clair, et c'est normal. Donc les lieux, déjà d'avoir des lieux qui sont
sympas, accueillants, mais aussi qui sont très opérationnels et fonctionnels, bien gérer les flux. Je dirais que s'il y a un élément, c'est le RP, pour nous qui a été un peu structurant. On a plusieurs outils, mais aujourd'hui on a intégré du Celsi B2B, Shopify, intégré à Shippingbo, Odoo. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup d'outils, mais ça se parle pas trop mal et ça permet d'optimiser quand même pas mal de choses. Et ça, tu as quelqu'un en interne qui gère ma responsable supply chain, D'accord. Mais qui n'est pas IT. Donc on est plutôt sur des agences externes sur la partie vraiment IT développement. Elle a fait la coordination. Exactement. Sur la partie PNL, alors je te pose beaucoup de questions, mais ça m'intéresse d'avoir la vision aussi de chef d'entreprise. Comment toi tu penses un peu, sans rentrer trop dans les détails, mais ta structure de coût, tu vois, où est-ce que tu mets la priorité entre les deux activités, c'est quoi ce que tu regardes un peu dans les grandes lignes? Déjà, je suis très friand d'indicateurs. J'ai des indicateurs partout et j'ai des points tous les mois avec chaque manager sur ces indicateurs-là et les objectifs aussi sur ces indicateurs. Okay. Donc ça va être idiot, hein, mais ça va être sur du SAV. Voilà, moi, j'aimerais que le mois prochain, on passe à 0,5% de casse au lieu de 0,7%. Okay. Voilà. Sur la production, ce mois-ci, on a fait 360 000 produits. Le mois prochain, j'en veux 390 000. Okay. Sur la partie e-commerce, évidemment, il y a tous les indicateurs qu'on peut avoir. Commercial, c'est des indicateurs qu'on va suivre, mais je ne vais pas suivre que des indicateurs business. On va suivre des indicateurs opérationnels. On va suivre le NPS de l'équipe. Aussi, comment elle se sent au fur et à mesure des mois. Donc, on a pas mal de questionnaires aussi là-dessus. On a mis aujourd'hui des indicateurs partout, sans être trop non plus jusqu'au boutiste, mais qui nous permettent de voir où est-ce que tout de suite il y a des problèmes. Et pour répondre à ta question sur les PNL, du coup, ça nous permet de tout concentrer sur 4 PNL. En fait, nous, on travaille sur une chaise à 4 pieds, on va dire. Okay. Le B2C, Endro, le B2B, Endro, qui sont les points de vente, donc 2500 points de vente, pharmacie, magasin bio, l'export et la sous-traitance. Okay. Voilà, 4 PNL différents qui sont agglomérés pour faire un PNL global. D'accord. Et ça, tu as un directeur financier ou quelqu'un qui... Aujourd'hui, c'est moi qui pilote, mais en interne, j'ai une contrôleur de gestion et une comptable. D'accord. Super intéressant. Et du coup, alors j'ai une question, je reviens, mais c'est sur la partie indicateur. Donc, tu dis que tu mets des objectifs, par exemple, sur nombre de produits, satisfaction, casse, ce genre de choses. Pure curiosité, mais est-ce que ça, du coup, c'est des indicateurs que tu utilises pour incentiver tes équipes en disant, par exemple, si on atteint ça, alors rétribution, pas forcément, c'est pas la logique. On l'a fait. Ouais. C'est pour moi une connerie. Okay. Je vais y venir. Je m'étais dit, tout simplement, allez, si on passe de 2% de casse à 1% de casse, c'est un objectif et du coup, je mets une prime en logistique. Ok, c'est très clair. Mais la production sont venus me voir, et nous, c'est quoi nos indicateurs? Ok, on remet des indicateurs chez vous. Et après, le logistique, ils viennent me voir, ils me disent, mais les indicateurs de la production sont plus faciles à atteindre que ceux de la logistique. Okay. Donc, garde-chapelle un peu. Et la R&D vient me voir, elle fait, nous, on n'a pas d'indicateur. Voilà, donc en fait, ça devient assez complexe à gérer. Donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'était que plutôt on avait, on va dire, des objectifs à atteindre en termes d'indicateurs, mais surtout que les variables étaient plutôt, les primes étaient plutôt destinées à toute la partie business, donc commerciale, et que par contre, on met en place cette année du coup un intéressement justement basé sur en fait le BE global en fait de l'entreprise. Ok, super intéressant. C'est pas facile je mets ma casquette là de dirigeant d'entreprise aussi, c'est pas facile de trouver les bons modèles. Non. Parce que tu as des postes qui sont assez facilement variabilisables, je sais pas si ça se dit, tu en as d'autres où en fait c'est un peu décorrélé, tu vois, du chiffre d'affaires généré, etc. Et pour que ce soit uniforme, c'est pas évident. Nous, on se fait des nœuds au cerveau très régulièrement. Moi, j'adore le variable. Donc, moi, ça me motive. Mais surtout certaines personnes, en fait, c'est plutôt l'inverse, ça stresse. Ouais. Et en fait, c'est là où on s'est dit que c'était un peu idiot. C'est qu'il fallait que ça soit source de motivation et pas l'inverse. Et là, c'était plutôt source de crispation et de crispation entre pôles. Ouais. Donc, on a un peu arrêté ce système-là. Alors, ces variables-là, on les a tous inclus dans les primes, dans les salaires directement. Donc forcément, ça n'a pas trop râlé. Okay. Mais l'idée, c'est plutôt d'augmenter les salaires aussi, plutôt que mettre des primes. Et en fait, on s'est rendu compte que en faisant ça, on crée de l'engagement. Et en fait, les indicateurs, ils ont envie de les suivre. Ils ont envie de les avoir, d'atteindre les objectifs parce qu'ils sont contents de bosser pour l'entreprise, parce qu'il y a un projet commun, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'on
qu'on prend soin d'eux, clairement. On revient à la stratégie RH. C'est pas simplement un team building tous les 4 mois. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est bien. Mais pour une entreprise de 80 personnes, tous les 4 mois ou tous les 3 mois même, on se réunit toute une journée tous ensemble. Voilà, avec un thème commun. Le matin, vision de l'entreprise. Voilà, avec les slides qui vont bien dans un amphi ou au cinéma, pour donner aussi envie de contribuer. Des ateliers après. Donc, le dernier, c'était sur la communication non violente. Voilà. Et aussi intra-équipe et inter-équipe pour qu'on mélange les équipes. Et l'après-midi, c'est une activité sportive. Donc là, la prochaine, c'est un paintball. Trop bien. Voilà, par exemple. Et ensuite, Aerox. Et après, on est breton, donc souvent, il y a apéro aussi quand même. Génial. Écoute, très clair. Je te propose de passer sur la suite. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est de creuser un petit peu la partie usine. Vous avez décidé du coup d'internaliser la prod, tu disais il y a 3 ans, c'est ça? Donc de construire votre propre... Non, depuis le départ en fait. On a pardon. toujours internalisé la prod. Mais d'ouvrir du coup une usine... Alors en fait on avait une petite partie de l'usine et par chance c'est des murs qui étaient connexes. Et en fait l'entreprise à côté est partie et du coup on a pris tout ce qu'ils avaient et on a tout réaménagé. Ok. Voilà. Et l'activité du coup le sous-traitance a démarré à... Quand on a fait ce développement ça, okay. Ça c'était il y a à peu près... C'était il y a 3 ans. Ok. Aujourd'hui, ça représente à peu près quoi en chiffres, ça, si tu communiques dessus la sous-traitance? La sous-traitance, c'est 25% du chiffre. 25% du chiffre, ok. Donc 3 millions à peu près. Ouais, 3 millions. On vise plutôt 5 en 2025, du coup. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Je trouvais que le marché de la cosmétique post-Covid était un peu complexe. On sentait sur la partie magasin bio, nous, ça balbutiait un petit peu après une forte croissance. On avait du mal à pénétrer la pharmacie. Le e-commerce, on commençait vraiment à bien développer. Mais c'est assez gourmand en termes d'investissement. Donc là, je me suis dit, on a une capacité de faire ça. On avait déjà de la demande de certaines marques, en fait, aussi. Et je me suis dit, on commence comme ça et on voit et on structurera après. Souvent, on fait comme ça, on teste et puis après on structure. Test and learn. Ouais, des fois c'est usant pour les équipes, mais c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, c'est comme ça qu'on a vraiment développé au départ la partie sous-traitance, quoi. Ok. Et c'est quoi les avantages aujourd'hui de la sous-traitance? Ouais. Ça te permet en fait d'avoir un volume de commandes déjà régulier. Donc en fait, moi, mon équipe, elle tourne, mon usine, elle tourne tout le temps de 6h à 22h. Et en fait, je viens produire du end-draw sur les moments creux. Et ça, c'est un petit peu contre-intuitif. On se dit, d'abord la marque et ensuite la sous-traitance. Pas tant que ça. En fait, une marque qui vient te voir et qui dit, moi, je veux mes produits, elle ne les veut pas dans 6 mois. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on est capable d'apporter, c'est de la flexibilité. Donc, elle veut plutôt ses produits dans 1 mois ou 2 mois. Donc, c'est là où on a réussi à raccourcir d'un délai de plutôt 4-6 mois à quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Okay. Et après, c'est-à-dire on fabrique d'abord pour elle et ensuite on fabrique pour Andro quand après on a moins de commandes ou quand on a des trous. Ok, donc ça te permet d'être en capacité production totale. C'est ça. Okay. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de notre capacité. Okay. Là, on a une nouvelle ligne qui arrive, donc on va passer à peu près à 50% de nos capacités. Ok, donc il y a de la place. Il y a de la place. Ok. Question que je t'ai pas posée tout à l'heure, mais tu envisages du coup, si vous continuez de vous développer, ce que je te souhaite, tu envisages d'agrandir encore, ou là vous pouvez encaisser encore quelques années? Là on peut faire à peu près jusqu'à 40 millions à peu près de chiffre d'affaires. Ok. Il y a encore de la place. Après ça grandit vite, donc on est en train de réfléchir à l'étape d'après là en ce moment. Mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet en termes de montant d'investissement. Aujourd'hui, on a investi à peu près 2,5 millions dans l'usine, sur les machines. On a été pas mal aidé par la communauté de communes aussi qui nous a refait toute l'usine et qui nous le met dans le loyer. Génial. Donc ça, c'est vraiment... on a la chance d'être en Bretagne et d'être bien accompagné aussi par que ce soit la partie politique ou la partie agglomération. Donc ça, c'était super. Et après, ils nous font simplement dans le loyer. Donc on paye un loyer un peu plus cher, mais qui représente rien par rapport à un loyer à parisien, par exemple. Et c'est 2,5 millions par curiosité. Donc c'est 100% autofinancé. Vous avez des investisseurs. Comment ça se fait? Aujourd'hui, on est 100% autofinancé. Donc on est à 50-50 avec Marion. C'est des prêts bancaires tout simplement qu'on rembourse tous les ans. On est rentable depuis le départ. De toute façon, on se doit d'être rentable, nous, parce qu'on n'a jamais levé. Et la cosmétique permet aussi d'être
assez rentable, en tout cas en termes de marge brute au départ, surtout en tant que fabricant. Et le côté fabricant aussi permet d'avoir ce côté abordable sur les prix et sur les tarifs à la fin. En fait, c'est notre vrai avantage aujourd'hui, c'est que de la R&D jusqu'à la partie logistique, tout est internalisé. Donc on coupe les intermédiaires, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des produits aussi qualitatifs que des produits plus chers, mais à un prix moins important. Intéressant, ça explique aussi du coup en effet le positionnement prix et le pourquoi vous arrivez à tenir ça tout en margeant derrière en étant rentable. Il nous faut du volume pour remplir nos lignes. Donc on est capable de vendre moins cher, on est capable de répondre rapidement au volume si on a plus de ventes d'un coup. Parce que c'est ça aussi, quand tu es une marque, tu préfères vendre un peu plus cher, un peu moins, parce que ça permet opérationnellement de mieux gérer. Aujourd'hui, on a mis en place un système opérationnel qui nous permet de scaler de la cosmétique en étant industriel. Et ça, c'est pas typique. C'est pas très commun. Magnifique. On pourrait faire un épisode dédié sur le autofinancement versus levée de fonds. Ouais, alors j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que s'il y a besoin de lever, il faut lever. S'il n'y a pas besoin de lever, je pense qu'il vaut mieux ne pas lever. Ouais. Ce qui est dur, en tout cas, pour nous, c'est qu'on se confronte aujourd'hui à des personnes qui ont levé en face, notamment sur la partie ads, et qui ont des budgets où ils sont capables de cramer fort et de perdre de l'argent pendant un moment, ce qui n'est pas notre cas. Ça met une limite ? Ça met une certaine limite de se dire, oui, que ton CAC, il ne peut pas non plus évoluer jusqu'à un certain niveau. Voilà, on doit avoir une marge contributive qui tient bien la route, qui ne doit pas être négative, qui doit permettre de payer tous les OPEX. Donc ouais, c'est pas si anodin que ça quand même. Ouais, ok. Après, ça, le bon côté, c'est que ça te pousse à être bon du coup sur la partie market et faire attention à ce que chaque euro investi soit rentabilisé quand même. J'aime bien dire qu'on a un espèce de bon sens paysan chez nous. On fait attention sur qui on investit dans l'équipe, à combien, et surtout on fait attention aussi à chaque euro comme tu dis, et on essaie de pas cramer pour cramer. Voilà, c'est pas... Sur la partie usine, donc c'est quand même un gros investissement. C'était un pari qui aujourd'hui s'avère payant et c'est un move, comme tu dis, qui est assez peu commun. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. J'ai en tête Pimpan qui a aussi récemment ouvert son usine, qui sont passés derrière dans le podcast. Il faisait partie des premiers invités, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Bisous à Baptiste. Bisous à Baptiste et à son équipe. Est-ce que tu conseillerais ce modèle à d'autres marques ? Est-ce que tu as des mises en garde? C'est quoi ton avis là-dessus? Le gros problème, c'est le défocus. Tu penses pas forcément au marketing, au commercial quand tu penses à juste sortir un produit qualitatif. Et la difficulté, c'est que quand tu vas chez un sous-traitant, tu dis, moi, mon produit doit sortir comme ça. Et s'il est non conforme, c'est la faute du sous-traitant. Chez toi, tu le sors, il n'est pas non conforme, c'est ta faute. Et en fait, tu perds tout de suite l'argent que tu as investi. Donc, ça peut être aussi très énergivore en termes de cash sur la qualité du produit. C'est énergivore en termes de temps, en termes d'équipe. En fait, je pense que c'est valable à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. J'avais fait à peu près les calculs, mais je pense qu'à partir de 20 millions de chiffre d'affaires, c'est vraiment pertinent d'avoir son usine. Okay. Si... Tu l'as fait plus tôt, toi, du coup? Je l'ai fait plus tôt parce que personne n'a voulu le faire pour nous au départ. Okay. Et que maintenant, c'est comme ça et que ça nous va bien. Mais à partir de 20 millions, c'est valable que si tu n'as pas 50 galéniques différentes aussi. 50 packaging différents aussi. Parce que, sans rentrer dans la technique, mais un coulé à chaud, c'est pas pareil qu'une crème dans un tube. Okay. Voilà. Et c'est pas tout à fait les mêmes lignes, pas tout à fait les mêmes savoir-faire aussi. Donc on a recruté pas mal de monde qui viennent de la cosmétique et qui nous ont apporté ces compétences-là aussi au fur et à mesure, quoi. Ok. Et tu conseillerais quoi, du coup, à une marque qui se pose cette question de se dire je vais internaliser du coup toute cette partie-là, je vais ouvrir mon usine? Moi, je le ferai pas. Je le ferai plus avec le recul. Je viendrai plutôt chez moi. Non, je trouverais par contre, je pense un point important, je trouverais le bon laboratoire. Okay. Le bon laboratoire, c'est quoi? Et je parle pas de nous forcément, mais c'est d'avoir une communication avec une personne qui soit très fluide, voilà, de façon hebdo, d'avoir un laboratoire qui soit capable d'innover et un laboratoire qui soit capable de livrer en 2 mois rapidement et qui soit capable de t'accompagner aussi sur ton BFR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des laboratoires où tu payes à 30 jours et qui t'achètent tout en full service, ça te permet de vendre en fait avant de payer ton laboratoire. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est quoi, vos termes de paiement? Nous, c'est 30 jours. 30 jours, ok. Voilà. Mais ça veut dire que, t'imagines, sur certains produits, on démarre les appros 6 mois avant.
et on livre. Donc on a 7 mois, on va dire, de BFR pour la marque. Tu as besoin de cash flow, quoi. Donc moi j'ai besoin de cash flow. Ouais. Surtout que tu as les coûts fixes qui passent tous les mois. Et j'ai les coûts fixes qui passent tous les mois, d'où l'intérêt de bien suivre mes PNL et de savoir quel produit me rapporte de la marge ou pas. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et après, on va rentrer du coup justement dans les synergies entre le B2C et le B2B, comment l'un alimente l'autre. Dernière question, tu parlais de défocus. Qu'est-ce que ça a changé d'ouvrir cette usine dans votre vision produit, votre stratégie commerciale, la relation que vous avez avec vos clients En fait, ça ouvre pas mal de possibilités. On se dit qu'on peut sortir beaucoup de produits. Nous, on sort entre 10 et 12, 14, entre 10 et 14 produits par an. Okay. Ce qui est énorme. Ça fait un par mois, voire plus d'un par mois. mois. Alors c'est plutôt par lancement de 3-4. Ok. Voilà. Là, on a lancé 2 dentifrices. Là, on va sortir 2 belles crèmes corps au mois de juillet. Ça nous permet d'avoir un volume aussi de sortie parce que la R&D, elle nous coûte moins cher ou alors c'est un coût fixe en réalité. C'est-à-dire que une formule, tu vas la payer 3-4 000 euros chez un sous-traitant. Nous, en soi, la personne, elle est là. Qu'elle en formule 1 ou 3, ça dépend de son efficacité. Donc ça ouvre pas mal de possibilités en termes de volume de sortie, mais aussi d'innovation, de tester des choses. On est capable de sortir un produit rapidement, le tester et le couper si ça marche pas. Okay. Parce qu'on a pu se planter sur l'inno ou quoi. On en coupe d'ailleurs 3-4 par an. Voilà. Okay. Parce que ça ne fait pas partie du 20-80. Donc 12 nouveaux et 3-4 sorties. Donc ça fait plus 8 refs à peu près par... Vous avez combien de refs au total là on est à 35 je crois. 35, ok. Voilà. Ce qui n'est pas énorme pour une marque de cosmétiques. Et c'est quoi les... Pardon, je reviens un peu sur la gamme de produits, mais c'est quoi un peu les best-sellers Nous, nos best-sellers, alors le déodorant reste la même formule de départ, c'est quelque chose qui nous a vraiment fait connaître et qui représente toujours 20% à peu près de notre chiffre. Okay. Aujourd'hui, où on est très bon, c'est sur les sérums, que ce soit anti-âge ou éclat, okay. Et les crèmes associées. D'accord. Voilà. Écoute, super clair. Je te remercie pour ce niveau de détail, c'est très intéressant. Si on parle un petit peu des synergies B2C, B2B, tu me disais donc... Alors, faut que les chiffres dont tu disais, 75% sur Endro, 25% sur la sous-traitance. Dans les 75%, combien passe sur le online ? 60% à peu près. 60% ? Ouais. Ok. Donc qui représente à peu près 7 millions de chiffre d'affaires 2024. Tu m'avais dit quand on s'était parlé aussi, toujours dans la préparation de l'entretien, de l'échange, que le e-com, tu le vois aussi comme un produit d'appel pour le B2B. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Aujourd'hui, quand on voit en tout cas les marques qui performent en B2B, elles sont souvent très fortes en B2C. Enfin, dans les dernières années qui sont arrivées, là, on pourra en citer plusieurs, mais c'est-à-dire qu'elles se font connaître sur les réseaux, et puis après ça fait du drive to store, et puis après on vient pousser, les pharmacies ou les magasins, ils n'ont plus jusqu'à mettre la marque, et puis ça sort tout seul. Aujourd'hui, ce qui est très dur, c'est faire du sell-out sur les magasins, parce qu'il y a tellement de monde qui taque à la porte, que ce soit en GMS, que ce soit en pharmacie ou que ce soit en distribution spécialisée bio, que si ton produit ne se vend pas tout seul, moi je pense que tu es mort. Voilà. Donc c'est de se dire, s'il y a du conseil, c'est un plus, mais on doit se baser vraiment que sur nous, et ça fonctionne. Je me dis que la personne qui voit une ads, qui voit un article de journal, qui voit une ads différente sur les coulisses un peu de l'entreprise, qui reçoit une newsletter et qui voit taper le point de vente le plus proche, je trouve qu'en termes de parcours client, c'est assez sympa. Ou alors la première vente, elle est faite directement en e-commerce et la deuxième plutôt en drive to store. On a à peu près un client sur 2 sur la deuxième commande qui va en drive to store, enfin qui va en store. Ok. Voilà. Un client sur 2 qui vient du e-com ? Ouais, donc c'est-à-dire le client fait sa première, sur 10 clients qui font leur première commande sur le site, la deuxième, il y en a 5 qui iront en point de vente et 5 qui resteront sur le e-com. Ok, intéressant comme stat. Ouais.
Et aujourd'hui, vous êtes référencé dans 3000 points de vente. Il y a c'est 2000 actifs vraiment là, 2400. 2400. 2400. On est en train de réduire un peu notre distribution aussi, en favorisant, on va dire, des points de vente qui tournent plus. On est très orienté maintenant en pharmacie. C'est pour ça qu'on a développé aussi une force de vente en ce moment. Enfin, là, il y a 6 commerciaux sur le terrain. J'espère 10 d'ici la fin de l'année. Pharmacie, c'est une grosse partie de ces points de vente. Aujourd'hui, il y en a 500. 500. Voilà. Mais qui représentent quasiment déjà 35% du chiffre. Ah oui, ok. Voilà. Tu as des conseils pour les marques qui, justement, tu en as donné un qui est d'être visible et de rendre la marque désirable, mais pour des marques, justement, qui veulent se faire distribuer en GMS ou en pharma. Bah, s'ils peuvent me donner des conseils, déjà, je serais très preneur. Non, c'est très dur, en pharmacie, c'est la bagarre. En fait, il faut être très fort. Soit il faut passer dans QVMA, ça, c'est une grosse activation qui te permet d'avoir de la télé, de la noto, et tu peux rentrer. Soit il faut être très fort, réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Insta, t'exploses sur les réseaux et puis d'un coup après tu pousses ta marque partout. Ok. Voilà. Et souvent c'est les pharmacies qui demandent à ce que tu sois référencé dans ces cas de figure. C'est les pharmacies qui demandent qu'on regarde les secrets de Loli, voilà, elle a percé d'abord en e-commerce ou alors dans des boutiques spécialisées, puis après les pharmacies se sont dit, les pharmaciens en fait c'est très simple, c'est des businessmen, ils gèrent des unités économiques et ils se disent bah, sur le médicament je gagne plus grand chose mais ça me drive du trafic, donc il faut que je gagne quelque chose sur la para. Et pour ça, il faut que j'ai des produits qui se vendent tout seuls. Il faut même que j'ai des marques qui me ramènent des clients que je n'aurais pas eu si ils seraient plutôt allés chez Sephora ou quoi. À ton avis, c'est quoi une bonne stratégie justement e-com quand tu fais du retail? Tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi un peu l'angle que tu donnerais sur ta strat e-com? La plus grosse difficulté, on va dire, c'est d'aligner les offres. Okay. On peut avoir une offre assez agressive sur le e-commerce, sur des packs découvertes, sur des promos, des choses comme ça. Mais la problématique derrière, c'est que si tu n'alignes pas en B2B, c'est mort au niveau de tes points de vente derrière. Il y a une perte de confiance un peu globale. Tu arrives à gérer ça, toi, l'équilibre? Aujourd'hui, on essaye d'aligner au mieux. Il y a des offres qui sont vraiment dédiées qu'au B2C, mais on a aussi des offres qui sont alignées qu'au B2B. Par exemple, là, on va sortir 2 produits. On va communiquer à fond dessus sur les réseaux sociaux, mais il sera disponible qu'en point de vente. Voilà, 1 mois d'exclus, que point de vente. Okay. Et bah ça, il faut essayer de trouver un équilibre, je pense, entre les deux. Ça te demande une coordination supplémentaire quand même, entre les deux. Okay. Et il faut bien communiquer avec tes commerciaux aussi, quelle offre il y a quand, pour pas que qu'ils puissent l'expliquer aussi au point de vente. Si on rentre un petit peu dans la partie e-com, comme tu le sais, c'est un des thèmes principaux de ce podcast. Déjà aujourd'hui, donc le e-com, tu dis 7 millions à peu près, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui le e-com est rentable? Le e-com est rentable. Le e-com est rentable. Ouais. Tu as toujours visé la rentabilité, tu t'es dit je veux faire, ça me sert de visibilité, ou du coup je cherche le break-even, ça a été quoi un peu la logique là-dessus? On n'a pas cherché souvent le break-even, ou alors sur des moments un peu clés pour nous. On essaye au moins de maintenir un 15-20% de BE final sur le e-com aussi. Okay. Ça nous permet quand même de pouvoir réinvestir aussi derrière. Enfin, voilà, la stratégie, c'est de se dire on essaie d'être rentable un peu partout. Pour l'instant, en tout cas, ça a été la stratégie parce qu'on a réussi. Peut-être que demain, on choisira d'être break-even et de tout miser sur le B2B. C'est quoi les canaux d'acquisition, la stratégie d'acquisition? Nous, notre persona, c'est vraiment la femme entre 25 et 55 ans. On vend pas mal d'anti-âge, donc plutôt des femmes aussi à partir de 35 ans. Donc beaucoup Facebook. Okay. Voilà, Facebook est assez important pour nous. J'ai du mal à comprendre les personnes qui disent que Facebook est mort encore. Voilà, il y a quand même du monde sur Facebook et qui achète. Insta aussi, on n'est pas bon du tout sur TikTok. On est un peu merguez sur TikTok, clairement. Okay. On a démarré un peu Pinterest, mais c'est le gros effet sur Facebook quand même aujourd'hui. Donc réseaux sociaux principalement avec un focus méta. Réseaux sociaux et newsletter. Ok. Voilà, et c'est donc là quand tu parles de ça, c'est en paid ou c'est en organique les deux? Plutôt en paid. Plutôt en paid, d'accord. Ouais. Et si on décompose un peu source de trafic, le paid ça représente quoi? Sur le source de trafic, le paid ça va être 60%. Et les 40% c'est de l'organique ou des clients récurrents qui reviennent, quoi. Ouais. Il y a un peu d'SEO, il y a pas mal d'articles aussi, on a une agence de presse,
Voilà, principalement, je pense. Réseaux sociaux organiques, vous en faites aussi? Bah après, ça reste, on fait 3-4 posts par semaine, ça reste quelque chose de... C'est dur d'avoir du reach aujourd'hui quand même sur de l'organique. Faut passer du temps. Passer du temps, faut arriver avec des contenus un peu différenciants. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde est bombardé à l'IA, donc c'est compliqué. On n'est pas très bon en blogging, alors qu'on pourrait vraiment apporter des choses beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, c'est des pistes d'amélioration quand même qu'on a. En paid, vous faites aussi du Google? On fait du Google, ouais, c'est 15% aujourd'hui de notre 10 à 15% de notre budget ads. Ok. Tu communiques sur le montant du budget ads ou... On est à peu près à 150 000, entre 150 et 200 000 par mois, quoi. 150, 200 000 par mois, et en chiffres, ça donne quoi du coup? On fait 1x3, on fait 1x3. Ouais. Ok. On vise un ROS de 3. Ok. On rentrera un peu dans les indicateurs après, ça m'intéresse. Mais... ROS de 3 sur l'année. Donc D'accord. on va avoir des moments un peu plus à 2-4 et le Black Friday, on va plutôt être à 4 ou 5, quoi. Ok. Et donc ça te permet d'être rentable, ce qui veut dire que derrière, tu as quand même des marges brutes qui sont intéressantes sur tes produits. C'est l'intérêt de la cosmétique. L'intérêt de la cosmétique. Et surtout d'être fabricant, du coup, aussi. Aussi, ouais, clairement. Intéressant. Du coup, donc, tu dis 150, 200 000 euros de dépenses par mois. Disons 200 000 pour simplifier le calcul. Tu as 85% du coup qui passent par les réseaux sociaux, dont une grande partie sur Meta, c'est ça? Ouais. Et 15% sur Google. Alors aujourd'hui, j'ai 15% sur Google, 10% en influence. Okay. On teste un petit peu aussi. Que tu mets dans cette pocket-là. Ouais, et le reste, ça va être du pay de Facebook, okay, Insta. Donc 75% en gros. C'est ça. Ce qui est assez important et en même temps qui me choque pas trop. Nous, on a beaucoup de marques d'NVB qu'on accompagne qui sont aussi sur ces ratios-là. On est sur entre 2 tiers et 3 quarts sur la partie méta. Notamment quand tu as des produits assez visuels, assez esthétiques, ou peut-être mais ce qui n'est pas forcément notre corps, plus c'est un peu une énigme. Déjà, nous, on a zéro notoriété, c'est assez étonnant. On doit avoir, je pense, à peu près, en comptant le B2B, 600-700 000 clients en France, okay. Mais personne ne nous connaît. Donc on a une notoriété vraiment assez pourrie. Comment tu expliques? On n'est pas à Paris, okay. Donc on n'est pas proche de la presse, on n'est pas proche de tout ça, donc c'est un peu compliqué. On essaye... pas de venir à Paris, hein, mais de se rapprocher de la presse plutôt. Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment d'émission aussi. Enfin, on n'a pas eu un QVMA carrément qui te fait quand même exploser en termes de noto, même si ça change pas tout, mais ça change quand même pas mal de choses. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, nos produits ne sont pas assez visuels. Okay. Voilà, je suis assez critique, moi, sur les produits pas en termes de composition, mais en termes de visuel, je trouve que ça pourrait être largement mieux. Okay. Pas les visuels qu'on produit, mais vraiment le produit en tant que tel. Donc on retravaille là pour 2026 un petit peu toute cette partie design qui fera que j'espère on sera capable de pousser un peu plus en influence et d'avoir un peu plus d'organique aussi parce que notre produit sera beau. Parce qu'en fait, en cosmétique, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir aussi un joli produit dans la salle de bain. Bien sûr. Voilà. Après, si vous arrivez à faire 7 millions en e-com avec une grosse partie en ad, c'est que vous ne devez pas trop être mauvais en créa et en mise en scène du produit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire mieux, quoi. Oui, bien sûr. On peut toujours faire mieux. Ok, si on rentre un peu dans la partie donc Meta, qui est le nerf de la guerre, c'est quoi un peu la strat d'acquisition sur Meta dans les grandes lignes? La strat d'acquisition, alors nous, on a différents, on va dire... peut-être source d'acquisition, ou en tout cas, on va soit rentrer vraiment, c'est plutôt par préoccupation, donc ce que va chercher vraiment le client, donc soit le 100% d'origine naturelle, c'est un argument assez phare pour nous sur lequel on va mettre en avant. On va aussi mettre pas mal en avant les coulisses de la marque, montrer des vidéos de production, montrer qu'on est 100% intégré, c'est ça qui nous permet d'être abordable, enfin voilà, tout ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure. Et ces arguments-là fonctionnent en acquisition sur une certaine audience? Ok, intéressant. En fait, les gens se disent pourquoi vous êtes moins cher? Et du coup, ça explique pas mal de choses. Voilà. Et tu as je suis peut-être un conseiller, mais tu as des gens qui se disent ah, vous produisez, je sais pas, à l'étranger, du coup c'est pour ça que vous êtes moins cher. Non, parce qu'en fait, on met des vidéos de nous en Bretagne dans l'usine, donc il n'y a pas de sujet, quoi. T'as pas cette objection, quoi. Ils voient qu'on fabrique chez nous. Donc on essaie de rentrer, d'avoir aussi un ou deux produits un peu porte d'entrée pour amener les autres. Produits d'appel. Ouais. Des produits qui peuvent changer aussi. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un produit qui fait mouche, mais qui à la fois te permet d'avoir un panier moyen quand même sympa sur le coût d'acquisition. C'est souvent un peu le trade-off. C'est un peu compliqué. Là, on a sorti par exemple une trousse découverte, 5 produits à 13,90 €. Ouais. Donc, ce qui est vraiment cool. C'est des formats découvertes, on va dire.
Donc 13,90 c'est pas cher, mais ça te fait en fait, oui tu fais plus d'acquisitions, mais tout de suite ton panier moyen il diminue drastiquement. Et ça marche bien ça en acquise? Ça marche bien, ouais, ça marche bien. Et tu as du repeat derrière? Tu as du repeat, par ok. contre tu as plus de repeat sur les cohortes, derrière on voit que ça grandit plus vite en pourcentage, en Ok. tout cas. Mais ça met du temps avant d'arriver à des chiffres d'affaires de cohorte un peu classiques, quoi. Ouais. Donc après, tu as encore le sujet de cash flow C'est ça. d'attendre que C'est ça. la XCM commande rembourse le... C'est ça qui est assez l'investissement. difficile. Donc on teste pas mal de choses, mais là en ce moment on est plutôt sur la partie découverte, tester pour pas cher, entre guillemets. Ok. Maintenant qu'on a un peu exploré un peu, je pense, de notre premier cercle, on va dire, il faut aller chercher d'autres clients. Et là, les clients, c'est plus dur à aller chercher. Et ces dépenses publicitaires, est-ce que c'est quand même assez important comme volume? C'est uniquement en France? Uniquement en France. Ouais. Uniquement en France, ok. Comment tu fais justement pour passer un peu ce plafond qui est un plafond que beaucoup de marques atteignent à un certain stade? Tu disais d'aller chercher d'autres manières de faire découvrir la marque. C'est quoi un peu les 2-3 lignes directrices? On est dedans là, c'est un plafond qu'on a du mal à passer là, Ouais. qu'on stagne un petit peu sur la partie e-com. On va faire une croissance cette année, mais ça va être autour de 10, 15, 20% peut-être. Donc, ce qui est assez léger sur les croissances qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une année qui sera plus rentable aussi parce qu'on a décidé cette année de diminuer un petit peu, enfin viser plutôt un 3.3, un 3.4 en termes de ROAS, Ok. pour privilégier vraiment la force de vente B2B. Je pense qu'après, pour passer des caps, il faut un branding fort. Ok. Et c'est peut-être ce qu'on a négligé, nous, depuis le départ. Voilà. Le branding, donc, c'est quoi profondément ta raison d'exister? Et c'est quoi profondément, et comment ça transpire dans tes produits, et comment tu deviens une marque désirable au fur et à mesure, et pas simplement une marque fonctionnelle. On a une idée, et ça rejoint un peu le bon sens paysan, d'une marque très fonctionnelle. Notre logistique, elle est bien rodée, nos flux sont bien rodés, notre proposition de valeur, elle est vraiment propre. Mais par contre, derrière, ça manque encore ce déclic marketing que peuvent avoir certaines marques qui se lancent, mais justement, eux, il leur manque peut-être l'opérationnel derrière pour scaler, quoi. Ouais. C'est intéressant, je ne sais pas si tu connais Florian Deveau, si ça te parle, qui est fondateur de Facette Marketing. Non, je connais pas. Alors c'est l'ancien CMO de Wopilo et de Bonne Gueule, Ok. que j'ai reçu sur ce podcast. Alors l'épisode n'est pas encore publié, mais quand celui-ci sera publié, probablement il sera déjà en écoute, donc j'invite les personnes qui nous écoutent à aller le voir. Et lui justement, toute sa thèse et son accompagnement aujourd'hui, c'est de dire passer alors il n'y a pas de chiffre exact, mais passer les 5-10 millions en e-com, tu es obligé d'avoir une marque qui est forte, une plateforme de marque qui est forte. Et lui, il résume ça assez bien. Il dit en fait, pour créer une marque qui est magnétique, où entre guillemets les clients viennent à toi plutôt que toi qui viens les chercher. Alors, c'est très simplifié, mais c'est intéressant. Exactement notre sujet depuis 6 mois. Okay. Depuis 6 mois, 8 mois. Donc il y a 8 mois même, on a commencé vraiment à se positionner, à savoir qui on était, okay. Et surtout qui on a envie d'être. Comment vous faites ce travail-là? Alors on a recruté nous un responsable marketing qui arrivait de Pinterest et en fait qui nous a posé la question au départ à Marion et à moi, mais concrètement la marque, bon ça s'est développé comme ça au fur et à mesure, mais concrètement c'est quoi vos envies, c'est quoi l'envie aussi de l'équipe? On a interrogé beaucoup l'équipe là-dessus, et c'est quoi l'envie, comment vous perçoivent les clients aussi. On a fait venir là 200 clients où on a fait visiter l'usine, donc par groupe de 15 sur 2 jours. Et on leur a demandé, voilà, c'est quoi Endro pour vous, qu'est-ce que vous attendez de nous, donc des clients assez fidèles aussi, et comment ils voyaient et comment ils percevaient la marque et comment ils avaient envie qu'on se développe. Intéressant comme retour. Très intéressant d'écouter des gens pendant 2 jours. Voilà, sur des mots assez intéressants. T'as eu des surprises? Ouais, t'as des surprises, t'as des gens, tu dis, mais oui, y avait, sur les 200 personnes, il y a beaucoup de femmes, je pense 195 femmes, et toutes les femmes demandent une gamme homme. Ok. Et tu te dis, bon, c'est étonnant quand même. Bah oui, parce que nous, on adore vos produits, on aimerait bien le proposer à monsieur, quoi. Vous n'avez pas de gamme homme? Toute notre gamme est mixte. Et on leur dit, mais oui, mais tous les produits sont mixtes. Oui, mais il ne veut pas utiliser une gamme que moi j'utilise. Voilà, donc c'est que des choses comme ça. Donc bon, c'est un petit aparté, c'était pas le principal, mais on leur a proposé une vision. Et en fait, on a eu 99% d'adhésion à cette vision-là. Et c'est cette vision-là qu'on lance en 2026. Ok. Super intéressant. Et qu'on espère qu'il nous fera passer du coup ce cap. Et ça se concrétisera par un rebranding Rebranding. Ok.
Donc, plateforme de marque, site, Plateforme de packaging. marque, site, on change le site, on change tout. Ok, super intéressant. Ouais, Ouais, c'est le 3e rebranding en 6 ans quand même. Donc je commence à être fatigué des rebrandings. Là on a dit on lance celui-là et on le laisse au moins pendant 10 ans derrière. Et sur la partie un peu plus opérationnelle, donc en parallèle de ces chantiers très strat long terme, donc au quotidien, tu as quand même tes comptes qui tournent ou vous dépensez des montants qui sont assez importants. C'est quoi, sur quoi tu te focuses? Où est-ce que tu mets le poids du corps, tes ressources, sur quoi tu les alloues? Créa. Ouais. Ok. On s'est quand même rendu compte que la créa, c'était un vrai sujet. Alors créa et segmentation de base, newsletter. Ok. Nous, la newsletter, c'est quand même 40% de notre CA. Vous avez beaucoup de base. Ouais. On est à 300 000 à peu près. Ok. On a pas mal en basé. Ouais. Programme de fidélité. Et puis segmentation aussi des offres en fonction de la typologie de peau, en fonction de dans quel stade il est aussi dans le club de fidélité. Et puis sur la partie créa, vraiment ça va être apporter de nouveaux concepts tout le temps. Même si c'est fatigant, parce que on met 90% de nos créas à la poubelle au bout de 48-72 heures, mais ça nous permet de trouver des créas gagnantes au fur et à mesure. Je vais revenir juste sur la partie créa, ça m'intéresse, mais CRM, vous faites ça en interne? Non, on travaille avec Email Club. Ok. Qui sont absolument géniaux. On passe le bonjour à Thomas, s'il nous écoute aussi, qui est également venu sur ce podcast. Non, vraiment, j'étais assez réticent, moi. Je vais lui faire de la pub, et il n'est pas sponsorisé. Non, j'étais assez réticent à me dire, bon, voilà, payer quelqu'un en externe pour faire des newsletters, bon, c'est assez facile à faire. En fait, c'est pas que ça. C'est payer des newsletters, déjà faire des jolis newsletters, ça s'apprend. Mais surtout, segmenter la base, faire des jolis flows, faire tous les flows qui existent aujourd'hui, qui communiquent entre eux. En vrai, c'est un vrai métier. C'est ça qui nous a permis de faire quasiment 40 à 50% de notre chiffre en email. C'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Et le repeat, du coup, doit être assez élevé. Hein. Sur notre recurring, nous, on est à peu près à 40... sur notre recurring chiffre d'affaires, c'est 60%. Donc okay. Ça veut dire que tu fais 100 000 et 60 000, c'est du recurring. Sans abonnement Sans abonnement. Ok, solide. Et par contre, on a en moyenne, à 12 mois, sur nos cohortes, on est à 45% de taux de repeat. Ok. Et donc, CRM, vous êtes sur Klaviyo, j'imagine? Klaviyo. Et vous faites du WhatsApp? On fait un peu de WhatsApp, ouais. Ok. Avec Wax. Okay. C'est un début. Ok. Très intéressant. Et sur la partie création, on revient dessus. Donc tu dis vous testez beaucoup de concepts. Clairement, c'est le nerf de la guerre. Hein. On le sait, nous on le martèle tous les jours à nos clients. Il faut produire autant en qualité qu'en quantité, en volume. Il faut avoir un peu des process de testing, d'itération. C'est quoi dans les grandes lignes comment vous structurez le truc? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que vous êtes accompagné? Ouais, alors on va évoluer un petit peu là, mais là on en faisait beaucoup en interne. Donc nous on a une personne qui fait que des visuels, okay. que des statiques. Que des statiques, d'accord. Voilà. Graphiste Ouais, graphiste, photographe, et qui est pas mal sur Omi aujourd'hui. Ok. Voilà, je pense que c'est une des plus performantes sur Omi en France en termes de visuel. Parce qu'on y bosse depuis, ça fait 3 ans qu'on bosse vraiment dessus. Ça me fait penser d'ailleurs, pardon, mais vous intégrez aussi l'IA dans cette partie création de statique au fur et à mesure de Omi, au fur et à mesure là, oui, on commence à le mettre un peu en place. Okay. L'IA, c'est un sujet global dans l'entreprise qu'on essaye de prendre à bas le corps, mais on ne sait pas trop par où commencer aussi, comme pas mal de monde, je pense. Donc statique, et après on a 2 personnes, une personne et demie sur la partie vidéo, une alternante et une CDI, où elles font que des vidéos. D'accord. Donc on fonctionne par batch de 15 jours, c'est-à-dire que idée du concept la première semaine, tournage, montage la semaine d'après, et validation le mercredi par l'équipe, dont moi j'aime bien aussi valider les créas au fur et à mesure, parce que j'en vois quand même pas mal passer, et puis ça me permet de rester un peu connecté, et on envoie le vendredi. Et la partie tournage, du coup, vous faites en interne, vous passez par des créateurs, c'est quoi un peu... Alors, on a testé des outils où il y a pas mal d'UGC, on envoie le UGC, etc. Globalement, c'est pas très satisfaisant. Aujourd'hui, on a un pool de 10 à 15 créateurs qui nous créent des vidéos tous les mois. Voilà. Qui sont dans notre cible, qui connaissent notre marque. Génial. Ça, c'est pas mal. Ok. Et la partie idéation, du coup, ça se passe comment? La partie quoi, pardon? Idéation. Toute la partie idée, concept. Ouais. Ça va venir beaucoup de la... Alors, celle qui monte, celle qui filme, c'est aussi un peu la head of créa, en fait, qui va penser les créas, qui apporte les concepts. Nous,
un drive où on envoie des idées, et puis après on en sélectionne 2, 3 par batch de 15 jours. Intéressant, donc il y a un peu une idéation continue et vous mettez tout ça en vrac à un endroit et après vous dites ok, pendant vos cycles de production, vous dites ok, on retient celle-ci, celle-ci, on part en prod, quoi. On a des concepts où on se dit c'est des concepts qui peuvent tourner tout le temps, et on a des concepts aussi qui sont liés à une OP. Okay. Voilà, je vais lancer typiquement un diag de peau, je vais faire focus pendant 15 jours, je vais faire que des créas sur ce diag de peau là, quoi. Après, une fois que c'est validé, ça part en testing. Ouais. Comment vous testez? Alors ça c'est plutôt la partie technique, donc c'est plutôt nos freelance, enfin agences freelance qui gèrent, qui sont Théo et Alex, qui sont d'ailleurs les personnes qui ont démarré le Shopify au tout départ. Ok, énorme. Voilà. Donc qui nous ont accompagnés, la boucle est bouclée. qui nous ont accompagnés depuis le départ. On lance ça dans des batchs, on va dire nouveaux. Okay. Et puis après on les intègre dans des batch winners ou alors on les coupe directement. Ok. Et voilà. Techniquement, derrière, je ne serais pas capable de dire exactement quand est-ce qu'il bascule d'une créa dans un batch ou un autre. On ne rentrera pas plus dans les détails, mais ça m'intéresse de savoir, en gros, est-ce que vous faites du suivi, tu vois, derrière. Souvent, c'est un peu en tout cas, ce qu'on observe beaucoup chez des marques, c'est qu'elles sont assez fortes à produire du contenu, tester, en tout cas à ce niveau de dépense. Là où c'est un peu plus difficile, c'est sur la partie... capitaliser sur ce qui fonctionne, tu vois. Est-ce que vous avez des concepts winners ever où tu te dis cet avatar, enfin ce persona, cet angle marketing, ce type de créa, ça fonctionne et dans ce cas-là, je l'utilise, je la renouvelle, ce genre de choses? En fait, on se rend compte aussi que ça s'use au fur et à mesure. On essaie de sortir des théories, donc on travaille avec une application Shopify, j'ai plus le nom, qui permet de voir toutes les créas, à la fois de chez toi, mais aussi des autres, des concurrents, et qui te permet de les classer. Donc nous, dès qu'on a passé par exemple un spend de 2000 et qu'il y a un ROS de 3,5 qui se maintient, pour nous c'est une créa gagnante. Okay. Et là, on essaie. C'est ça ta métrique phare, ouais. C'est ok. Ouais, alors évidemment à 3000 de spend et à 2,85, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, mais ça veut dire qu'on va vraiment regarder les top créas et essayer de tirer des hypothèses à partir de ça. Okay. Donc le perquis on a utilisé, le hook il était comme ça, le hold il marchait bien, la longueur de la créa c'était ça. Donc on essaie de théoriser là-dessus, ce qui est complexe. Ce qui est pas évident. L'outil c'est Motion, non? On travaille Motion, oui, pardon. Motion, okay. Ouais. Très bon outil qu'on utilise. Très cool, cher, mais très bien. Cher, ouais. Mais en termes d'analyse, ça fait gagner un temps fou sur la partie créative, surtout quand tu produis des gros volumes. Qu'est-ce que tu suis comme indicateur au quotidien? Alors nous on a un daily, donc j'ai créé des tableaux. J'aime bien les indicateurs, je t'ai dit tout à l'heure. Mais on a des daily en fait où nous tous les jours on a en fait à la fois donc le spend évidemment, CA spend, répartition du spend en fonction des plateformes. Ouais. On va suivre taux de conversion, panier moyen. Est-ce qu'il y a une activation ou pas? Est-ce qu'il y a un changement sur le site internet lié du coup aussi au chiffre d'affaires? Et on va aller jusqu'à la marge contributive de la journée. Ok, donc quotidiennement tu regardes quotidiennement. Donc c'est mis à jour tous les matins. Et moi, je commence la journée par regarder ça. C'est intéressant, du coup on revient justement sur un peu le sujet de tout à l'heure, levée de fonds versus autofinancé, où du coup là tu as vraiment un pilotage qui est très rentabilité. C'est-à-dire que si donc, tu regardes beaucoup la rentabilité premier achat finalement, en fait pas forcément, mais je vais me dire ce mois-ci on va être à 2,2 au niveau du mois du coup on va être à 2,2. Non, je vais être à la journée, mais du coup en fait nous on crée un budget mensuel qu'on décline après à la journée. Ok. Donc tous les jours on a un objectif à faire et en fait on a une marge contributive en direct, donc je suis capable de sortir ce mois-ci notre marge contributive elle est à ça et en fait on devrait être à ça ou alors on est au-dessus, etc. Et à combien on va finir aussi. Et ça nous permet à chaque fois de se dire on est dedans, on n'est pas dedans, et si on n'est pas dedans, pourquoi? Okay. Et on essaye en fait plutôt une analyse des écarts systématique en se disant ok, là on performe super bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une créa qui performe bien? Est-ce qu'il y a eu un article de presse qui est sorti? Est-ce que, on se pose pas mal de questions et inversement aussi quand ça marche moins bien. Beaucoup de vidéos? Beaucoup de vidéos, ouais. Plus que des statiques? En pourcentage, moite à peu près. Ok, intéressant. Trop bien. Écoute, on pourrait rentrer encore plus dans le détail, mais je pense qu'on a déjà fait une petite overview sur la partie ads. Moi, j'aimerais bien avoir un peu ta vision du marché. Je trouve que tu es dans une place assez intéressante pour
avoir un bon visu notamment du marché de la cosmétique, parce que tu as ta propre marque, mais aussi tu produis pour d'autres marques. Qu'est-ce qui fait, tu disais tout à l'heure, stat super intéressante, je ne l'avais pas, mais 500 marques qui se lancent chaque année, c'est ça? Ouais. Et il y en a 10 qui tiennent au bout de 5 ans. Ouais. Je trouve ça dingue. Du coup, ça fait un bon préambule à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une marque de beauté arrive à perdurer, à vivre, tire son épingle du jeu? Honnêtement, j'ai essayé de théoriser un peu la chose, j'ai pas forcément réussi. Je dirais que c'est un bon équilibre entre l'opérationnel et le branding. Tu as des paramètres que tu vois quand même, des patterns sur des marques qui Je pense réussissent que jusqu'à ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 10 millions, c'est l'opérationnel qui compte. Ok. Et après, c'est le branding. Et opérationnel, c'est... C'est ta capacité à bien maîtriser tes indicateurs, à bien choisir aussi où est-ce que tu mets ton cash. Cash que forcément tu n'as pas au départ. Choix de tes équipes, choix de tes prestats. Parce que tous les jours, je suis démarché, moi, par 50 000 choses, 50 000 outils qui te promettent de faire x2 sur ton chiffre d'affaires, sans savoir d'ailleurs combien tu fais. Donc c'est essayer de bien déterminer qu'est-ce qui est important et à quel moment. Ouais. Et puis d'avoir quand même la capacité de tester des choses et de se dire, ok, je peux cramer un peu, mais là, c'est pas grave, je teste, quoi. Tu faisais comment, toi, ou tu fais comment, justement, pour être sûr de, tu vas mettre tes œufs dans le bon panier, entre guillemets, de rester à la pointe? Tu fais de la veille, c'est quoi un peu Je suis tout le temps, quand même, LinkedIn, pas mal, réseau, je regarde quand même ce que font pas mal les concurrents. Moi, mon feed Insta, c'est que de la cosméto, alors que je pense pas que j'ai acheté une fois de la cosméto directement sur e-commerce. Mais je regarde pas mal les sites concurrents aussi. Okay. Mais je pense que tout le monde fait ça. Ça permet de voir les belles marques qui émergent aussi. Il y a des belles marques qui émergent avec un joli branding. Toute leur difficulté, ça va être d'être très bon au niveau opérationnel. En fait, je trouve que les marques qui ont un joli branding de départ, ils ont un boulevard devant eux. Mais souvent, ils se perdent un peu dans l'opérationnel. Et inversement, tu as des marques très structurées, très costauds, qui justement, comme nous, où ça va être difficile de passer certains caps derrière. Et là, il faut améliorer la partie branding, quoi. Intéressant. Donc vraiment cette dualité. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis après, c'est l'énergie que tu mets dedans aussi. Clairement, si t'es pas capable de bosser 70-80 heures au départ par semaine, honnêtement... compliqué. Non, tu peux pas, en vrai. Je pense pas que tu puisses. Surtout que c'est extrêmement concurrentiel. Nous, on le voit alors avec notre prisme, mais tu regardes juste les CPM sur Meta, cosmétiques versus d'autres industries, c'est du simple triple, tu vois. Donc ça te donne un indicateur sur à quel point il y a des marques qui essayent de pousser des produits et c'est encore plus dur en retail. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que du coup, le nombre de places est limité. C'est ça, le nombre de places est limité. Donc, un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui, de ce que je comprends, est cher à tes yeux, c'est le Made in France. Tu penses quoi du Made in France? C'est quoi ta posture Moi, j'ai une vision plutôt industrielle du Made in France. C'est pas au-delà juste du produit en France, c'est l'emploi que tu crées à côté. Aujourd'hui, s'il y a une fierté qu'on a avec Marion, tu vois, c'est de se dire on a créé 80 emplois. Alors, ça marchera pas pour la suite. On espère que ça marchera. Mais au moins, on a réussi à faire ça. C'est assez aussi engageant parce que derrière, tu te dis, des décisions peuvent être des fois assez fortes. De se dire, tiens, ouais, j'ai 80 emplois, faut pas trop que je merde quand même. Il y a des personnes, on a beaucoup de parties opérationnelles, tu vois, on a 80 emplois, mais c'est pas 80 personnes en bureau. On a 40 personnes qui sont ouvriers chez nous, donc qui font de la logistique, qui font de la production. On leur apporte un cadre. Chez nous en Bretagne, c'est plutôt de l'agroalimentaire, donc au lieu d'aller faire des nuggets pour McDo, entre guillemets, ils viennent faire de la cosmétique, ce qui est un peu plus sympa à faire. Les lignes sont plus sympas, ça sent meilleur, et ils sont normalement dans un cadre qui est plus cool. Donc on est assez fiers de ça, de cette partie industrialisation, mais plutôt créatrice d'emplois en France au départ. Et puis après, tu as des produits qui sont très bien, qui viennent d'ailleurs. C'est pas le sujet de la qualité. Je trouve des fois, on a tendance à dire oui, on est les meilleurs, etc. Non, tu as des produits coréens, japonais, etc. Il y a des super produits qui sont faits, même chinois, attention, que ce soit en cosmétique ou ailleurs. Ce qui est assez intéressant en fait, sur la partie cosmétique, c'est que la France est le leader mondial de la cosmétique. Voilà. Donc ce qui est, avec le vin, le seul secteur où on est leader mondial. Donc en fait, fabriquer en France de la cosmétique, c'est un peu classique. Donc on peut pas dire qu'on fait du textile. Là, ça serait un autre sujet et là, ça serait difficile. Disons que la marge brute en cosmétique permet justement
d'apporter, en fait, de pouvoir fabriquer en France sans trop de problèmes. Intéressant. Je reviens juste sur un point que tu disais, et quand même face à ma curiosité entrepreneuriale qui parle, tu dis tu as 80 personnes du coup que tu emploies, donc tes décisions ont quand même un impact non négligeable. Est-ce que tu as un stress ou tu as une pression par rapport à justement cette prise de décision? Plus ça va, est-ce que plus de décisions tu y fais attention? Comment tu fais en sorte de pas trop te dire potentiellement je fais un truc qui va m'envoyer dans le mur Non, parce que j'ai jamais eu une décision à me dire c'est soit blanc soit noir, quoi. Soit on explose soit on crache. C'est toujours des décisions de tous les jours qui te disent on va aller dans le bon sens ou dans le mauvais. C'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a un stress? Non, parce qu'en fait moi j'adore faire ça et je suis excité par ça aussi. Et plus il y a de pression, plus il y a de chaos, meilleur je suis aussi, clairement. J'ai du mal sur les période de flat, en fait je suis pas très bon, c'est comme ça, mais par contre dès qu'il faut être au taquet, fort et prendre des décisions rapides et structurées, là par contre j'ai ma valeur ajoutée. Donc non, après je fais quand même attention, je prends plus l'avis aussi de mes managers, j'essaie d'impliquer au fur et à mesure mon équipe aussi dans les prises de décision, parce qu'au bout de 5 ans il y en a qui sont capables de bien comprendre qui on est et où on veut aller. Et puis j'essaie de recruter des personnes qui sont beaucoup plus costauds que moi sur tous les sujets. Donc à partir de ça, je les... Tu es entouré par des coachs, mentors ou ce genre de choses? Non, j'ai juste un coach sportif pour me vider la tête, quoi. On est deux. Super intéressant. Et avant de conclure, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi vos enjeux pour les années à venir, disons les 3 à 5 années devant nous? Tout l'enjeu, c'est de devenir d'une marque bretonne qui a commencé un peu de manière artisanale à une marque enviable, désirable, qui vient au niveau national et international et qui devient un peu une référence sur la naturalité des produits. Donc ça, c'est notre vrai enjeu, c'est comment en gros on va chercher 50, 60, 100 millions de chiffre d'affaires sur la marque en France. En France, tu penses qu'une marque cosmétique peut monter à 100 millions en France? La Rosée, en 10 ans, ils font 100 millions, même plus maintenant cette année. Il y en a plein qui l'ont fait. Plein, j'exagère. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait. J'ai une logique aussi plutôt de vision groupe, de me dire que maintenant qu'on a l'usine, maintenant qu'on a une capacité à innover, une capacité à faire de la logistique et à vendre, à terme, j'aimerais bien avoir plusieurs marques avec différentes niches. J'aime beaucoup la cosmétique, honnêtement, maintenant. Enfin, ça m'a vraiment... je trouve que c'est méga intéressant, c'est tellement large, il y a tellement de choses à avoir, il y a tellement d'innovation qui est fait en systématique en France, mais partout dans le monde, que c'est un secteur qui me botte vraiment. Je m'éclate là-dedans. Et tout l'enjeu pour les prochaines années, ça va être de passer de 80 à 300, 400 salariés aussi pour continuer ce qu'on sait bien faire, créer de l'emploi en Bretagne. Écoute, on te le souhaite et j'espère qu'on fera peut-être un épisode dans quelques années pour voir l'évolution de Endro. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Boris, si on veut te contacter? Directement sur LinkedIn, Boris Le Gofic. Le Gofic, L-E-G-O. L-E, espace G-O-2-F-I-C. Ça veut dire le petit forgeron en breton. Donc, okay. Voilà. J'ai appris 3 mots de breton aujourd'hui. Et écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci Étienne du coup pour l'invitation. Très cool d'échanger avec toi. Et puis, C'était un plaisir. Et puis bon courage pour la suite. On se dit à très vite. Merci beaucoup. Salut Boris. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.